J'ai le grand plaisir de vous présenter le Dr Jacques Maby et de même que le Dr Rosa Giove, qui sont cofondateurs du centre Taquihuasi au Pérou. Nous aurons le bonheur de mieux comprendre ce qu'est leur centre via la présentation. Donc, tout d'abord, Rosa Giove est médecin à l'université, elle est médecin à l'université Cayetano à Lima. C'est les études qui ont été là. Elle possède un master en santé publique à l'Université nationale de San Martin et est diplômée en gestion des services de santé, épidémiologie et santé publique à l'Université Ricardo Palma à Lima. Elle est cofondatrice et responsable du suivi biomédical au centre Taquihuasi de récupération de toxicomanes et de recherche sur les médecines traditionnelles. Elle a publié 2 livres sur le traitement des dépendances au centre Taquihuasi et de nombreux articles. Elle a assumé diverses responsabilités au sein de l'Ordre des médecins du Pérou et du Forum national de la santé. Jacques Maby est docteur en médecine de l'Université de Nantes, diplômé en psychologie tropicale et... Pathologie. J'ai dit en psychologie, c'est ma déformation, en pathologie tropicale, excusez-moi, et en neuropathie à Paris 8. Venu initialement au Pérou en 1980 avec Médecins sans frontières, depuis 1986, il a développé une recherche participative et auto-expérimentale sur les médecines traditionnelles amazoniennes. Cette investigation l'a conduit à formuler un protocole original de traitement des dépendances, associant les ressources des médecines amazoniennes et la psychothérapie moderne. Il me semblait qu'il y avait une psychologie en vous, là. Alors, en 1992, il a fondé avec son épouse, Dr Rosa Giove, le centre Taquihuasi, comme projet pilote d'expérimentation de cette thérapie alternative des toxicomanies et dont il est le président exécutif. Le centre Taquihuasi accueille en résidence des patients toxicomanes en priorité du Pérou, mais aussi d'Amérique latine, d'Europe et d'autres pays. L'application du modèle thérapeutique a été élargie à d'autres pathologies mentales et en réponse aux problèmes existentiels contemporains. Le Dr Maby a reçu pour ses travaux le titre de membre honoraire de l'Association des psychologues péruviens, professeur extraordinaire de l'Université scientifique du Sud à Lima et nommé fellow permanent de la Fondation Ashoka. Le Dr Maby a réalisé de nombreuses communications publiques sur le sujet à travers des publications, conférences et médias audiovisuels. Nous vous écoutons. Merci. Alors, le Dr Maby fera la présentation. Son épouse Rosa sera dans l'assistance, mais pourra répondre aux questions et intervenir au besoin. Merci. Bien, bonjour à tous, bon après-midi. Merci pour cette opportunité de parler ici au Québec. Je remercie spécialement le groupe RIS qui nous invite, à Tidion qui est notre ambassadeur, notre intermédiaire ici. Je vais parler d'un sujet qui est très vaste, donc je vais essayer en 45 minutes, c'est assez difficile de sauter du Québec en Amazonie et avec 2000 ou 3000 ans d'histoire de médecine traditionnelle, donc ce sera forcément un petit peu rapide et presque simpliste. Mais bon, c'est une introduction et je voudrais vous introduire sur la manière ou comment nous avons abordé cette question-là. Qu'est-ce qui nous a au départ frappé, interrogé et qui nous a amené à monter ce protocole et ce centre. Donc nous sommes dans la haute Amazonie péruvienne, sur les piémonts des Andes qui descendent sur l'Amazonie. Voilà un petit peu le paysage pour le voir très rapidement. Et un centre qui est une association à but non lucratif, puisque ce que nous avons fait un petit peu par initiative privée. Il est assez difficile de trouver que les instances gouvernementales puissent s'intéresser à ce genre d'initiative. Mais bon, ça change peu à peu. Ça fait 23 ans que ce centre est en fonction. Alors, ce qui était frappant, moi je suis arrivé au Pérou avec Médecins sans frontières pour d'autres choses, pour des projets sanitaires conventionnels. Et ce qui était frappant, ce qui m'a appelé l'attention, c'est le paradoxe péruvien, c'est-à-dire que dans le même pays, nous avions, de la région où nous nous trouvons, mais qui à l'époque était la première zone de productrice de feuilles de coca et des dérivés, cocaïne, pâte de base de cocaïne, consommation locale importante, et en même temps, dans ce même pays, à ce même endroit, et avec cette même plante, il y avait une histoire que vous connaissez au moins à la distance, de toute une construction d'un empire, l'empire Inca, d'une culture extraordinaire, de savoirs ancestraux,
de construction architecturale, d'art, etc. Tout cela étant basé sur l'utilisation de la feuille de coca. Nous avions la feuille de coca à la fois comme source de civilisation, de culture, de savoir, de médecine, et d'un autre côté, source, pour nous occidentaux en tous les cas, de toxicomanie, de dépendance, de problèmes de santé. Donc l'objet étant le même, la feuille de coca, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi dans un cas, la feuille de coca aboutissait à des savoirs, des positifs, des apprentissages, et dans notre cas, à des dégénérescences ou des dégradations des problèmes? Donc ça nous fait sortir, vous voyez, de la concentration que nous avons l'habitude de faire, les Occidentaux, sur l'objet, en oubliant le sujet. Et dans l'endroit où nous vivions, nous avons pris contact avec des guérisseurs, de nombreux guérisseurs, ici vous en avez quelques-uns avec lesquels nous avons travaillé, qui utilisent, et qui utilisent entre autres la feuille de coca pour traiter les toxicomanes à la cocaïne, avec des résultats qui étaient intéressants cliniquement, c'est que nous observions que des patients locaux, indiens, indigènes, autochtones, indigènes c'est le mot qu'on utilise là-bas, c'est pas péjoratif dans le contexte, peut-être ici c'est perçu comme péjoratif, je ne sais pas, préparer la pâte de base de cocaïne, puisqu'il faisait partie des circuits du trafic, et quand ils étaient malades, aller voir les guérisseurs, et les guérisseurs utilisaient les feuilles de coca pour les purifier, les désintoxiquer de la cocaïne ou de la pâte de base de cocaïne. De nombreuses autres plantes sont utilisées, avec toutes sortes de techniques, le tabac, qui est une plante médicinale fondamentale. Alors vous voyez déjà, quand on arrive en bon occidental, médecin, le tabac, c'est cancer, c'est dangereux, etc. Et la première chose que vous dit le guérisseur, c'est « est-ce que tu fumes ?» Non, je fume pas, je suis très sain. Ah, ça c'est un problème parce que tu vas pas pouvoir apprendre les médecines traditionnelles parce que d'abord faut fumer pour apprendre. Alors, vous voyez le renversement des perspectives. Bon, un guérisseur qui travaille uniquement avec l'eau et qui est capable de sortir des gens de la folie uniquement en étant au bord de la rivière, donc des passants fou alliés, ils chantent et les gens sortent de la folie sans lui donner même seulement une plante, sans prendre quoi que ce soit. Ça casse tous les schémas d'un médecin occidental. Donc, dans cette région, feuille de coca, et dans l'Amazonie, l'importance, vous avez certainement entendu parler, de cette liane ayahuasca, dont on va pouvoir reparler, puisqu'elle est omniprésente. En gros, tout le Pérou, vous avez 3 grandes régions, la côte, les Andes et la forêt amazonienne, 3 grandes régions, et dans chaque région, prédominance d'une plante sacrée, en fait pour nous, plante psychoactive. Donc, sur la côte, les cactus à mescaline, un peu comme le peyote aussi qu'on trouve au Mexique. Dans l'Amazonie, dans la forêt, l'ayahuasca et dans les Andes, la coca. Il y a beaucoup d'autres plantes psychoactives, ce sont les principales, mais on peut dire qu'il y a une espèce de structuration en 3 régions et avec 3 grandes plantes sur lesquelles vont se construire des savoirs, un corps de connaissances et des médecines traditionnelles. Donc il y a médecine traditionnelle de la côte, le Pacifique, médecine traditionnelle de l'axe andin et puis médecine traditionnelle de l'Amazonie, qui est très vaste, et j'ai entendu qu'il y avait 55 communautés ici au Québec. Au Pérou, il y a 56 peuples indigènes, enfin indiens, autochtones en Amazonie, et 56 langues. Alors, petite réflexion pour vous essayer de vous montrer comment est-ce qu'on est arrivé à ce genre de proposition. Et donc, on a repris un peu quelques données fondamentales, donc sur lesquelles je vais passer très vite. C'est qu'est-ce que nous enseigne l'histoire, les sciences déjà sur la drogue, sur les drogues, sur la consommation. Et on va essayer de reprendre quelques données, parce que vous savez que c'est un thème qui est très peu repris dans les grands congrès aux Nations Unies où j'ai participé. On ne pose jamais vraiment la question, qu'est-ce que c'est que la drogue? Qu'est-ce qui se passe avec la drogue? On assume déjà que c'est une problématique d'intoxication et point. Or, ce qu'on rencontre, c'est que l'induction des états modifiés, la modification de la conscience, modifier la conscience, élargir la confiance, transformer la confiance, c'est une constante dans toutes les cultures et les civilisations. Bien. Toutes les cultures, sauf la société occidentale des 4-5 derniers siècles, a eu des techniques, des plantes, pas forcément d'ailleurs que des plantes, il y a aussi eu des techniques de respiration, d'isolement, donc des techniques d'hyperstimulation sensorielle ou de déprivation sensorielle, et on va saturer les sens pour arriver à une saturation telle que les personnes rentrent dans un état, peuvent accéder à d'autres dimensions du réel, ou à l'inverse des hypostimulations, ce que font par exemple les bouddhistes qui vont se mettre dans des grottes en isolement, en silence, dans l'obscurité, ou par le jeûne, la danse, percussion. Il y a énormément de techniques qui vont toujours agir sur le domaine perceptuel, ou pour le saturer, ou pour le mettre dans un état de déprivation. Donc, la première constatation, c'est que modifier sa conscience,
ça existe de tout temps, dans toutes les civilisations. Il n'y a que notre société occidentale qui, depuis quelques siècles, considère que cela est une chose anormale. Dans la biologie, les états modifiés de conscience sont permanents. En fait, il n'y a pas de conscience stable, diurne, ordinaire. On évolue tout le temps. Il y a, à travers les rêves, le jeûne, le sport, l'effort physique, la musique, les rythmes, le bruit, l'alimentation. On est tout le temps en train de fluctuer dans les états de conscience. On modifie sa conscience. Là, on vient de prendre un petit café pour se modifier la conscience, pour pouvoir faire face, etc. Et on fait ça tout le temps. Ça nous paraît tout à fait ordinaire, mais nous sommes tout le temps dans des états modifiés de conscience. C'est une constante, même occidentale, contemporaine et quotidienne. Mais ce qui est encore plus intéressant, enfin, je trouve, c'est que les études sur les animaux montrent que dans toutes les espèces, dès que les animaux ont l'occasion de modifier leur conscience, ils vont le faire et de manière quasi obsessionnelle. À tel point que certains, comme Siegel, considèrent donc que c'est un instinct, en dehors de boire, de dormir, de se reproduire, de manger, il y a cet instinct, tout être vivant dans la création, spontanément, va chercher à modifier sa conscience, à élargir sa conscience. Et de nombreuses médecines ou de nombreuses plantes psychoactives ont été découvertes de cette manière-là, par l'observation animale. Ça, par exemple, en Amazonie, les singes sont une source d'information pour cela. Ils vont chercher les plantes psychoactives et les Indiens les observent. Le café a été découvert par les chèvres qui allaient brouter du café pour se rendre un petit peu, pour s'exciter un petit peu. Les éléphants font fermenter des fruits dans les arbres creux qui laissent fermenter, donc ils ont même une technologie, on va dire. Ils attendent qu'ils soient bien fermentés pour se prendre une bonne cuite. Donc, c'est un instinct extrêmement puissant. Alors, donc c'est quelque chose qui existe dans toute la forme des vivants, qui existe dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures depuis très longtemps, aussi loin qu'on remonte dans les connaissances. Et en anthropologie, on observe donc l'apparition du phénomène de la dépendance massive, tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, c'est uniquement avec la société occidentale. Dans les sociétés traditionnelles, il y avait utilisation, par exemple en Amazonie, j'utilisais des fermentations de manioc ou des fermentations de maïs dans les Andes, donc de l'alcool. Les gens avaient des rituels et pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'était la fête. On rentrait, on se saoulait, il y avait des rires. Et puis, on terminait les 3 jours de fête et on recommençait sa vie normale et il n'y avait pas de dépenses. Dans toutes les chroniques des Espagnols, enfin des chroniqueurs espagnols, ne décrivent pas du tout un peuple abruti dans la dépendance. Il n'y a aucun rapport, disons, écrit sur ces choses-là. Même chose chez les aborigènes d'Australie, c'est à partir du moment où il y a un contact, n'est-ce pas, avec les Occidentaux, qu'il y a un problème. Et un problème en particulier dans la profanation, si je puis dire ça, des médecines. Vous observez que d'abord, les dépendances occidentales, c'est-à-dire coca, pavot, tabac, etc., ce sont des plantes sacrées des peuples autochtones qui sont profanées, qui sont transformées, qui sont manipulées. Et vous observez qu'à l'inverse, pour les peuples autochtones, l'eau de vie qu'ils ne connaissaient pas, ou le cannabis, par exemple, en Australie, sont à l'inverse leurs problèmes. Donc, les guérisseurs aborigènes australiens, que je suis allé visiter aussi, me disent, nous ne savons pas traiter le problème du cannabis, de la marijuana, parce que nous ne connaissons pas l'esprit de cette plante. Donc il y a une question de connaissance de ce qu'ils appellent l'énergie, l'esprit, la matrice, on verra ça un peu plus tard, des plantes, et ça va dans les deux sens. Donc nos problèmes de dépendance sont faits essentiellement par la profanation des plantes sacrées des peuples autochtones. Ça, c'est une constatation qui est importante, je pense. Et grosso modo, alors je le résume pour aller assez vite quand même, et on a déjà entendu les interventions précédentes qui, bon, merci, ont préparé le terrain. Essentiellement, nous rattachons ça, le problème des dépendances, essentiellement à l'absence de rites de passage. Vous avez parlé tout à l'heure des enfants, la prépuberté, etc. L'importance des rites de passage dans toutes les sociétés traditionnelles, passer de l'enfance à l'âge adulte, suppose un rite de passage, une confrontation avec les extrémités, les extrêmes de soi-même, soit la mort psychique, c'est-à-dire la folie, soit la mort physique.
Donc il y avait des situations, des mises en situation rituelles, évidemment contrôlées et canalisées, de manière à ce que le jeune garçon ou la jeune fille, soit dans des situations extrêmes où là, face à l'approche de la mort ou de la folie, de la destruction, de l'abîme, on va à l'essentiel de qu'est-ce qui pour moi me soutient, qu'est-ce qui me structure, qu'est-ce qui me sert dans ma vie. Là, on ne peut pas tricher. Et ce sont des pas initiatiques qui sont des passages de mort, donc des passages où il y a une approche qui est vivante, expérientielle. Enfin, quand on vit ces expériences-là, on croit qu'on va mourir et on sent qu'on meurt. Évidemment, la protection rituelle, c'est finalement qu'il ne faut pas mourir. Hein, bon. Mais quand on le vit, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc c'est vraiment un vécu de mort. Donc toujours mort-initiation avec un besoin de renaissance après. Ces rites de passage ont été annulés dans la société occidentale. Il n'y en a plus. Service militaire, je ne sais pas si ça existe encore. Enfin bon, donc pas grand-chose. Et bien un jeune doit se débrouiller par lui-même. Il n'a pas de rite et il le fait souvent de son propre chef ou avec ses copains. Donc il y a un manque de sens de la vie. Alors bon, vous avez préparé le terrain parce qu'on voit que c'est vraiment une question ici qui se pose, enfin pas qu'ici d'ailleurs, mais enfin 50%, 46% des gens disent voilà, face au problème des dépendances, etc., le sens de la vie, ça sert à quoi, pourquoi je souffre, où je vais, qu'est-ce que ça, une question qui est fondamentale. Et donc se rappeler aussi que la médecine dans les statistiques sur les consommations, les modes de consommation, c'est que le cannabis est la substance la plus consommée actuellement au niveau mondial. La deuxième source de dépendance, ce sont les médications, ce sont les médicaments. C'est-à-dire que la médecine occidentale est la deuxième source mondiale de dépendance. Donc on voit assez mal, ça pose la question en tous les cas, comment une médecine qui génère des dépenses et des addictions va pouvoir traiter ce qu'elle-même génère dans sa structure actuelle. Donc ça, il y a une contradiction intrinsèque qui va nous obliger à revoir, si on est un peu honnête, revoir notre manière de fonctionner et les paradigmes qui sous-tendent nos pratiques. Qu'est-ce que nous dit la médecine? Eh bien, entre autres choses, que toutes les drogues sont potentiellement des médicaments et sont potentiellement des toxiques. Hein. Donc la toxicité ne peut pas être attachée à une substance, c'est un non-sens. La toxicité, toujours une relation entre une substance et un corps vivant. Et donc ça dépend des modes de préparation, des modes d'ingestion, ça dépend des doses, ça dépend de beaucoup de choses. Si vous prenez du jus de tabac par exemple, à des doses élevées, vous allez mourir, hein, tout de suite. Si vous prenez, mais si vous fumez une cigarette, vous n'allez pas mourir. Est-ce que le tabac est toxique? Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que l'eau est toxique? Ben, si vous prenez 10 litres d'eau, là, tout d'un coup, vous allez mourir aussi. Donc l'eau est toxique. Tout est toxique, ou rien n'est toxique. Donc la toxicité n'est pas un attribut de la substance. Ça, c'est un détournement, un abus de langage scientifique, enfin pseudo-scientifique. La toxicité, c'est la relation d'une substance à un sujet vivant, à un organisme vivant. Donc il faut déterminer les conditions de cette relation. Et les conditions de cette relation vont faire que cette relation soit peut-être guérissante ou peut-être toxique. Donc ce sont toutes des médecines, et en médecine, ben, les médecins, nous utilisons, enfin, moi j'utilise presque plus, mais on utilise de la cocaïne ou de chlorhydrate de cocaïne pour les anesthésies, on utilise des opiacés qu'on peut prescrire, donc ce sont des médicaments, et ce sont aussi évidemment des drogues. Et il y a aussi donc une parenté structurelle entre les principes actifs des plantes psychoactives, des plantes sacrées, des plantes visionnaires, une parenté structurelle avec les neurotransmetteurs, les neuromédiateurs cérébraux. C'est-à-dire que quand on utilise certaines plantes, par exemple comme l'ayahuasca, on n'est pas en train d'effectuer une intrusion dans l'organisme d'un corps étranger, sinon qu'on est en train d'exacerber, d'amplifier un processus naturel. Et à tel point même que la diméthyltryptamine est exactement similaire, elle existe dans le corps humain, elle est produite par la glande pinéale, hein, le fameux troisième œil du monde oriental, et elle se trouve dans l'ayahuasca. Donc quand vous prenez de l'ayahuasca, vous introduisez dans votre organisme une substance qui existe déjà, hein, potentiellement dans notre organisme, sauf que nous connaissons assez mal comment la produire en quantité suffisante. Ça le savent les yogis ou ceux qui pratiquent certaines techniques d'ascèse, etc. Tout ça pour dire que ces plantes
antéogènes, qu'on appelle antéogènes ou visionnaires, n'est-ce pas? Traditionnellement, on utilise le mot hallucinogène pour toutes ces substances, c'est-à-dire ce que vous avez vu avant, le coca, le peyote, l'ayahuasca, l'iboga, le kava kava, etc. Ce sont toutes des substances qui sont visionnaires, c'est-à-dire quand le sujet va les ingérer dans des conditions adéquates, etc., va pouvoir visualiser ce qui se passe dans son monde intérieur. À chaque fois que vous avez vision, il n'y a pas de dépendance. Quand vous consommez une substance et qu'il n'y a pas vision, il y a dépendance possible. Non. Et si vous prenez du jus de tabac, vous aurez des visions et vous n'aurez pas de dépendance. D'ailleurs, vous connaissez probablement personne dépendant du jus de tabac. Et pourtant, le tabac est en vente libre et c'est une plante psychoactive. Pourquoi? Parce que quand vous prenez du jus de tabac, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur et vous n'avez pas envie d'en reprendre 2 fois à la suite, comme ça. Parce que vous vous confrontez à la puissance de la plante et vous confrontez à votre intériorité, à votre univers intérieur. Mais si on fume du tabac, on est pris par une exaltation, mais on ne voit pas du tout. Il n'y a pas de vision de ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. Donc, on est manipulé à son insu, en quelque sorte, parce qu'on est en train d'ingérer. Donc, le mot hallucinogène est un mot très mal choisi, c'est un mot conventionnel, mais il laisse entendre que ces substances antéogènes, c'est-à-dire les plantes sacrées des peuples autochtones, induiraient des visions, enfin des images qui résulteraient d'une falsification de la perte des sens. Hein. Donc je vois quelque chose qui n'existe pas. Donc ça ne sert à rien, c'est la folie, c'est absurde. Mais pas du tout. Toutes les visions qui se produisent avec les substances visionnaires dans un contexte où on le contrôle et on sait faire, n'est-ce pas, ont toujours un substrat psychique. Et un substrat psychique est aussi concret et opérant qu'un objet matériel. Il y a toujours un objet psychique derrière. C'est comme dans vos rêves, quand vous rêvez, n'est-ce pas? Vous avez volé pendant la nuit, vous avez rencontré votre grand-mère qui est morte il y a 20 ans, vous avez... bref, tout est possible, n'est-ce pas? Et quand vous vous réveillez le lendemain matin, vous ne dites pas, ça y est, il faut que j'aille à l'hôpital psychiatrique parce que je délire. Non, vous dites, il faut que j'interprète mon rêve. Ça, c'est porteur de sens. Encore faut-il que je connaisse le langage symbolique pour en extraire, n'est-ce pas, la valeur. Donc c'est pareil, c'est la même chose. Ce qui se passe avec les plantes visionnaires est une amplification de l'univers intérieur, ce qui permet, on peut voir à ce moment-là, jusqu'à certains points, et qui va souvent s'exprimer, qui s'exprime le plus souvent, sur le mode analogique et métaphorique des fonctions du cerveau droit et non pas du cerveau gauche. Donc il faut une interprétation nécessaire, mais ce n'est pas une hallucination au sens propre, au sens où ce serait simplement une espèce de fantaisie absurde et sans intérêt. Donc, vous voyez, il y a une parenté entre ces neurotransmetteurs, de quelques exemples simplement au niveau structurel, pharmacologique, on parle de la sérotonine, la psilocybine des champignons, dopamine, la mescaline du cactus, du peyote ou du San Pedro au Pérou, l'adrénaline avec les amphétamines. Donc, on est, vous voyez, dans une communauté structurelle. La plante et notre cerveau ont quelque chose en commun, pour le dire, hein, d'une certaine façon. Et donc, pour toutes ces données-là, vous voyez, en tous les cas pour moi, pour nous en questionner, puisque ça nous met un petit peu à l'envers tout ce qu'on avait appris comme médecin à l'université, hein, sur qu'est-ce que c'est que la drogue, qu'est-ce que c'est les drogues, qu'est-ce que c'est l'état modifié de conscience, qu'est-ce que c'est être normal au niveau de la conscience. Et pour résumer un petit peu, si vous voulez, on pourrait résumer entre deux modes de modification de la conscience, n'est-ce pas? Un qui est l'abus des drogues, la dépendance ce qu'on étudie ici, hein, où les substances, généralement, sont des substances non visionnaires. Alors vous avez parfois des toxicomanes, vous avez connu, qui utilisent de LSD ou qui ont pris par un champignon hallucinogène, etc. Mais ils sont, en général, c'est simplement une substance parmi d'autres. Vous n'avez pas connu, je pense, enfin si vous en posez vous me le dire, ce serait une première fois, des gens qui ne prennent que du LSD, ou des gens qui prennent que des champignons, et qui sont dépendants. Si vous en connaissez, vous me faites signe, ça n'existe pas. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Substance visionnaire, il y a non visionnaire, il y a des dépendances. Et puis, c'est des prises de substances qui se font au petit bonheur, la chance, avec les amis, les copains, selon les circonstances, les contextes, etc. Hier, sans guide, sans protection, sans préparation, sans contention, sans intégration. Alors, voilà, ça se passe bien ou ça se passe mal. Et ça peut initier, disons, commencer un processus de dépendance. Donc, ce sont des initiations sauvages, des
des auto-initiations faites dans de mauvaises conditions, mais pour nous, n'est-ce pas, comme on l'a vu auparavant, il est pratiquement nécessaire, c'est un désir légitime et nécessaire pour l'être humain d'élargir sa conscience, d'amplifier sa conscience. L'être humain a besoin d'avoir un sens à sa vie. L'être humain a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà du monde sensible. Et quand vous parliez tout à l'heure des préventions, des programmes de prévention avec l'initrogénie à 1/3, par exemple, effectivement, si on dit à un jeune, surtout ne prends pas ça parce que tu vas aller de l'autre côté, ben justement, il a justement envie d'aller de l'autre côté. Alors c'est presque une incitation à consommer. Donc moi je lui dirais, tu as envie d'aller de l'autre côté, c'est normal, parce que tout le monde veut le faire, ça s'est toujours fait dans tous les temps. Mais si tu veux y aller, il vaut mieux y aller accompagné, dans certaines conditions, et puis pas n'importe comment, etc. Parce que ça peut aussi être dangereux. Hein. Donc c'est pas notre proposition n'est pas de dire de stigmatiser la personne qui consomme en disant tu sais que c'est mauvais, c'est pas bien. Non, tu as fait une tentative d'automédication, de trouver des réponses dans ce monde non visible, au-delà, dans l'inconscient, le monde spirituel, on peut appeler ça comme on voudra. Et ben ça c'est très bien, sauf que tu l'as fait de manière incorrecte parce que tu n'as pas su comment faire, ou tu n'avais personne pour te guider, ou parce que tu étais un peu trop téméraire. Si tu veux, on peut reprendre cela. On va le reprendre selon ce que nous ont montré ceux qui savent. Ben, ceux qui savent, ce sont les chamans, les peuples autochtones, toutes les traditions. Hein, parce que dans toutes les traditions, il y a utilisation soit de substances visionnaires, soit de techniques. Il n'y a pas que des substances, comme je disais tout à l'heure, ça peut être la danse, le rite, le tambour, de multiples techniques qui ne génèrent pas de dépendance. Et puis avant d'introduire dans un rituel, on va être entraîné. Il faut jeûner, il faut avoir une abstinence sexuelle, il faut prier, il faut se confesser, parce que la confession, on parlait tout à l'heure, la confession est universelle, on trouve dans toutes les traditions. Avant toute modification de conscience, dans toutes les traditions, il faut d'abord faire un acte de sincérité, dire la vérité. Vous trouvez ça aussi bien en Afrique avec l'iboga, en Amazonie avec l'ayahuasca, etc. Est-ce que vous êtes sincère quand vous allez faire votre démarche? Ça, c'est la condition sine qua non. Donc, être entraîné, et puis avec un guide compétent. C'est-à-dire que quand une personne va être dans les états modifiés de conscience, il faut que le guide, la personne qui l'accompagne, sache, en quelque sorte, où est cette personne, dans son univers mental ou psychique, où elle est, pour aller la rejoindre si nécessaire et pour la rattraper si nécessaire. Et tout ça passe par la forme rituelle. Le rituel, c'est pas simplement, comme on a un peu tendance à le penser, nous les occidentaux, une espèce de mise en forme sympathique pour que les gens puissent se relaxer, que ce soit cool, tout ça. Alors on met une petite bougie par là, puis on va mettre un peu de musique sympathique, etc. Non, le rituel, c'est une forme, c'est une technologie du sacré. C'est extrêmement précis, rigoureux, parce que ça doit être tout à fait en cohérence avec la symbolique, une symbolique universelle. Ça ne peut pas s'inventer, la symbolique. C'est un langage de la nature, c'est un langage de la création, qui nous renvoie à un ordre immanent, intangible, implacable, face auquel on n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est la réalité. Peu importe que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, c'est comme ça. Il y a la gravité ça existe. Si ça ne nous plaît pas, ben ça ne fait rien. Donc, les rituels doivent être, sont des constructions qui viennent de la relation avec ce monde non visible, on va en parler un peu plus tard, mais qui sont des technologies. Donc c'est très rigoureux, c'est très précis, et c'est fonctionnel et opératoire. Donc le rituel est essentiel, et vous remarquerez d'ailleurs que chez les gens qui consomment, et vous le savez certainement, si vous fréquentez les gens qui sont des problèmes de drogue, il y a quelque part toujours une recherche rituelle. Il y a des codifications rituelles, des vêtements rituels, des signes, des noms, des codifications de langage, etc. Il y a quelque part une quête, non, il faut qu'on se parle depuis un métalangage, qui n'est pas le langage parlé direct. Et donc un accompagnement, comme je disais tout à l'heure, pas simplement modifier sa conscience, mais après les expériences, les cérémonies, etc., intégrer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce que j'ai appris et capté pendant les états modifiés de conscience, qu'est-ce que j'en fais là, maintenant, dans ma vie quotidienne? Et s'il n'y a pas d'intégration, et donc il y a des techniques pour cela, eh bien il y a une désintégration.
Et vous savez que dans des cas extrêmes de consommation de drogue, bah, effectivement, des gens se désintègrent, se dissocient, et c'est là qu'on voit des bouffées délirantes ou qu'on voit des processus psychotiques, etc. Alors, si les causes de l'abus des drogues, bon, vous savez, physique, psychologique, émotionnelle, sociale, mais moi j'insiste beaucoup, on ne peut pas tout revoir, sur cette partie-là, spirituelle, puisque c'est aussi le thème de notre rencontre. Hein. C'est-à-dire que si les traitements conventionnels montrent en général des résultats assez médiocres, à notre avis, c'est essentiellement dû à l'élimination de la dimension sacrée aux approches réductrices, psychologie, pharmacologisme. Donc c'est l'enquête que vous avez faite est intéressante en ce sens-là, parce qu'elle montre à quel point, et même si on pourrait aller plus loin, dès qu'on ne tient pas compte en général de ces dimensions spirituelles, et vous avez exprimé aussi, parce que de manière générale, les scientifiques, encore plus les psychiatres ou les cliniciens, rejettent ou sont eux-mêmes en guerre ou pas à l'aise avec cette dimension, et donc tout simplement ça n'existe pas, ou c'est considéré comme un sous-produit des problèmes psychologiques. Hein. Donc en quelque sorte, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de transcendance, ça c'est un axiome idéologique de la science actuelle. Je dis bien c'est un axiome parce que ça n'a pas été démontré, c'est pas une croyance de la science qui a ses effets en particulier dans le traitement des toxicomanies. Donc pour nous c'est important la réintroduction de la dimension sacrée et c'est justement les spécialistes. Alors quels sont les spécialistes, quels sont les experts? Eh bien les chamans, les guérisseurs, c'est qui ont maintenu la tradition tout en étant aussi tout à fait gardant son discernement, son jugement, parce que tout chaman ou toute personne qui se prétend chaman ou guérisseur n'est pas forcément quelqu'un de sérieux. Hein. Donc là aussi, il y a des bons avocats, des mauvais avocats, il y a des bons médecins, des mauvais médecins, il y a aussi des bons chamans et des faux. Hein. Bon, les premières conclusions que je voudrais apporter, donc, c'est que c'est un besoin humain, une conduite universelle. Il est illusoire de prétendre faire, à mon avis, une guerre contre les drogues en pensant qu'on amènerait toute la société dans un état normal, c'est-à-dire plat. Alors, pas de névrose, pas de psychose, mais la normose. Voilà. Et donc, c'est une espèce de McDonaldisation de la société, dans un grand indifférencié où on aimerait tous la même chose, on mangerait tous la même chose, on vivrait tous, et voilà, tout le monde serait heureux. Enfin bon, vous voyez, c'est le meilleur des mondes, etc., et pas loin. Donc, le problème n'est pas la substance, le problème c'est l'usage de la substance, avec un usage correct qui ne peut être enseigné par les connaissances traditionnelles, ancestrales. C'est des savoirs, c'est de la médecine, c'est de la guérison. Mais ce n'est pas n'importe quel usage, je dis bien correct. Il y a des règles, c'est très précis, c'est une médecine. Des indications, des contre-indications, des dangers, etc. Usage incorrect, bon à peu près c'est un peu, on va dire, globalement, je résume, je simplifie un peu le contexte moderne, et en utilisation ludique, comme ça, un petit peu entre copains, comme on peut, etc. Bon, ça se passe assez mal. Donc la guerre contre les drogues est une absurdité à mon sens, d'ailleurs elle l'a démontré largement, ça fait 20 ans que ça dure, et les chiffres sont toujours aussi mauvais, donc il faudrait peut-être se poser des questions sur ce genre de politique absurde. Et une des solutions, à mon avis, c'est ce qu'on essaye de faire, donc c'est d'offrir des espaces où on peut répondre à cette quête de la personne qui consomme des drogues, cette quête de réponse, de sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Une question métaphysique, en fait. Qu'est-ce que je fais là où je vais? Pourquoi toute cette souffrance qui s'est passée dans ma famille? Cette colère dont vous avez parlé, qui est très frappante chez les patients toxicomanes. Il y a une colère très profonde contre la vie. Hein. Pourquoi cette injustice? Pourquoi j'ai dû souffrir ça? Pourquoi mes parents, ma grand-mère, etc. Enfin, pourquoi Dieu, finalement? Hein. Donc il y a un rejet. Hein. Et puis aussi, ce que vous avez mis qui ressort dans votre enquête, c'est la culpabilité. Hein, en même temps, très profonde. Donc, culpabilité très profonde et colère très profonde. Comment je me sors de ça? Donc, mais il faut donc pouvoir guider des états modifiés de conscience, mais alors il faut que des thérapeutes eux-mêmes se forment. Il faut pouvoir guider les personnes à travers ce processus. Et donc là, c'est évidemment un... Donc voilà, c'était un problème complexe. Je reprends ce que dit Edgar Morin. Vous savez, un problème complexe, il n'y a pas de réponse simple. Hein. Donc le dogme de la simplification qui prévaut actuellement dans le monde occidental, dans les médecines ou dans la science occidentale, est très mal placé pour répondre au problème des drogues. Sans doute pour ça, il y a de très mauvais résultats. Hein. On est obligé d'aller chercher un petit peu dans les coins pour retrouver l'essence des choses. Donc il faut sortir un peu de la courbe de Gauss et aller voir ce qui se passe dans les extrêmes. C'est là qu'on peut découvrir un peu ce qui se passe quand les gens modifient leur conscience. Bon, le paradigme de la simplification, hein, que je
je dis paradigme, je souligne parce que c'est un paradigme qui prédomine, et à mon avis, et c'est un peu la conclusion que j'anticipe déjà, c'est qu'il est impossible, à mon avis, d'affronter le problème des dépendances vraiment de manière sérieuse et bon, avec des résultats, sans une révision du paradigme qui est le nôtre dans les sciences, dans la médecine occidentale, hein, tout simplement. Le problème des drogues questionne et cristallise toutes les contradictions de notre société occidentale qui veut tout de suite et sans effort. Ça, c'est vraiment un slogan du toxicomane qui n'existe pas. C'est un sujet que je présente comme ça, mais or, la vie, c'est pas tout de suite, et c'est pas tout, et puis c'est avec un effort, et c'est progressif, etc. Mais nous sommes dans une société addictive, dans des comportements addictifs globaux. Alors, je ne parle pas, par exemple, je n'ai pas parlé tout à l'heure du sucre, des dépendances au sucre qui sont généralisées dans l'alimentation occidentale. Ça, c'est une chose sur laquelle on ne parle jamais. Vous pouvez faire l'expérience de supprimer complètement les sucres pendant 15 jours, vous allez voir l'état de manque dans lequel vous allez trouver. Ah oui, mais ça, c'est vraiment un problème. Donc, il y a cette séparation sujet-objet, finalement, cette espèce de division, de schise qu'on retrouve partout. C'est ce que propose finalement le chaman, le guérisseur. Hein, c'est dans l'état modifié de conscience de fermer cette brèche, hein, où le sujet n'est plus simplement face à un objet, il n'y a plus une substance, un sujet, les deux sont en relation. Donc, on est déjà dans une pensée relativiste. Donc la question c'est, pour nous, c'est pas, il est interdit d'aller de l'autre côté, parce que ça c'est une chose qui ne marchera jamais, c'est simplement tellement intrinsèque à la vie d'élargir la conscience, qui est absolument délirant, enfin je crois impossible de penser vraiment sérieusement que les êtres humains vont renoncer, hein, un jour ou l'autre, à transformer leur conscience. Hein. La question c'est plutôt comment faire pour aller au-delà de ce monde sensible, immédiat, pour aller dans ce monde non visible, intérieur, extérieur, sans risque, sans dommage et de manière positive. Donc Takiwasi, c'est un projet pilote, vous pouvez le lire sur le site, etc., où petite structure, pas beaucoup de patients, 15 personnes en permanence, enfin 15 patients en résidence pendant 9 mois, et auxquels on va proposer de faire une véritable initiation, entre guillemets, par rapport à la contre-initiation qu'ils ont faite avec les drogues. Et donc, il faut que ce soit un sujet volontaire, il faut que les patients le veuillent. Ça, c'est une des limitations de ce genre d'approche, c'est que si le patient ne veut pas faire ce processus, bon, évidemment, c'est inutile de le tenter. On peut prendre beaucoup de plantes et d'ayahuasca, s'il n'y a pas l'intentionnalité intérieure, ça ne marche pas. Et donc, nous trouvons finalement dans un projet qui est assez complexe, mais qui a la chance de se trouver au carrefour de nombreuses dimensions, aussi spirituelles, comme par exemple le travail social, avec les plantes, avec les laboratoires, des projets de recherche, vous en parlera tout à l'heure Brian, et les relations avec les peuples autochtones. Donc c'est à la fois une richesse énorme et en même temps une difficulté, puisqu'il faut tenir de nombreuses variables en même temps, donc c'est assez complexe. Bien, et donc sur une structure qui est petite, comme celle-ci, on essaye de faire beaucoup de travail de diffusion académique, publique, audiovisuel, etc., de manière à démultiplier. Et notre idée, c'est que notre expérience puisse être transposée partout, n'importe où, à condition de l'adapter au contexte local. Donc, c'est pas transposable tel quel. Et le but, c'est donc de changer la perspective, le regard. Là, c'est le même patient, voilà, l'entrée à Takiwasi, 9 mois après, c'est la même personne. Ouais, c'est ça qu'on souhaite. Il y a un changement de regard. Vous voyez, la dépression, bon, ce patient-là était considéré comme psychotique, il était étiqueté psychotique, paranoïde. Bon, ça fait ¿cuántos años, hein, bon, ça fait 4 ans qu'il est sorti du centre, et depuis 4 ans, ben voilà, il est mécanicien, il travaille, il a pas reconsommé. Alors, je vous montre, tous les cas sont pas comme ça, je peux vous dire quand même que c'est 100%, on va voir après. Mais c'est un changement de regard, pour nous, pour le thérapeute, pour la société. Donc ça s'appuie, si vous voulez, la proposition s'appuie sur trois éléments, comme une communauté thérapeutique assez classique finalement, donc il y a une vie communautaire. Ce qui est original, c'est l'apport des plantes, les plantes qui vont être utilisées selon les connaissances des Indiens auxquels on a passé du temps à apprendre, nous avons expérimenté nous-mêmes, on a fait tout le processus et ça continue encore depuis une 30aine d'années avec ma femme. Et tout le matériel qui va surgir, matériel psychique, émotionnel qui va surgir avec l'état modifié de conscience, les visions, les rêves, une vie onirique
qui se réveille, etc., va être travaillé ensuite en psychothérapie avec toutes sortes de techniques différentes, hein, ou individuelles, collectives, des ateliers, etc. Et immédiatement, ce qui va sortir de la psychothérapie va être appliqué dans la vie communautaire. Il s'agit de l'appliquer tout de suite. Donc ça, c'est un point important, puisque très souvent, les transformations de la conscience dans les abus de drogue, c'est pour s'évader, hein, c'est une forme d'évasion, d'anesthésie, etc. Et là, il ne s'agit pas de s'évader, il s'agit de revenir vraiment au concret. Et quand l'utilisation des plantes visionnaires élargit, évidemment, amplifie notre vision du monde non visible, mais en même temps, nous ramène d'autant plus dans les racines de notre vie quotidienne. On est très loin de l'évasion dans des mondes, dans des paradis artificiels. Bon, préparation de l'ayahuasca, je n'insiste pas. C'est un breuvage qui est très complexe sur le plan pharmacologique, et puis cette complexité, vous voyez, on la connaît depuis 50 ans en médecine occidentale, c'est-à-dire les inhibiteurs de monaminoxydase, les antidépresseurs. Ça fait 50 ans qu'on a identifié ça dans le monde occidental, ça fait 3000, 4000 ans que les Indiens l'utilisent. Ils n'ont pas mis d'étiquette, ils n'ont pas appelé ça inhibiteur de la monaminoxydase, mais bon, c'est pas parce qu'on l'a découvert il y a 50 ans que donc c'est valide depuis très longtemps. Les savoirs sont très, très sophistiqués, ils ne peuvent absolument pas être dus au hasard. Donc nous avons ça dans un contexte de session nocturne, mais ce qui est important, c'est que tout s'inscrit dans un complexe thérapeutique, vous voyez. Donc c'est pas simplement utiliser des substances indiennes, des plantes, mais c'est les inscrire dans un contexte où il y a des intoxications, où il y a des retraites d'isolement, où il y a des règles alimentaires et sexuelles, où il y a un accompagnement psychothérapeutique, etc. Donc il y a un corps de connaissances. Donc il faudrait aussi, là aussi, faire attention de ne pas passer encore dans une pensée trop occidentale. On a trouvé la solution, on remplace la drogue par l'ayahuasca ou par une autre plante. C'est pas une substitution, c'est un réapprentissage d'une autre façon de regarder la vie, de regarder les choses, de regarder le monde, la spiritualité. Et pour ça, tout se passe dans un contexte qu'on appelle initiatique, c'est rituel, où l'intention est fondamentale. Ça, c'est comme la sélection à l'entrée au centre, Takiwasi, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire demander à la personne qui demande, qui souhaite venir, qu'est-ce que tu veux? Et l'intention doit être finalement positive, c'est-à-dire pas seulement je veux laisser la drogue, je veux... Non, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu veux te marier, tu as des enfants, tu veux étudier, tu veux faire le tour du monde, je sais pas. Bon. Parce que s'il n'y a pas ça, alors il va y avoir, donc c'est ça, la quête de sens. Et la personne, dans les statistiques, Rosa pourra vous en parler un peu plus après si vous voulez, quand il y a un projet de vie qui s'élabore, les statistiques au niveau de la réussite sont nettement supérieures que quand les gens n'ont pas réussi à identifier qui ils sont et ce qu'ils souhaitent. Donc le travail avec les plantes, en particulier ça, va permettre une plongée dans le monde intérieur pour aller identifier de quoi suis-je porteur, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui m'habite profondément. Et donc je vous mets quelques indications ici. Vous voyez que l'ayahuasca est une réponse spécifique sur un certain nombre de points au problème de la dépendance. En particulier, vous savez, j'appelle ici l'autodestruction ordalique. Dans la consommation de drogue, il y a très souvent un comportement qu'on appelle ordalique, c'est-à-dire d'approcher des extrêmes de la mort, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire chercher une quête initiatique, une quête de sens, où on frôle la mort et puis on en revient, sauf que parfois on n'en revient pas. Bon, alors, bien, la mort initiatique répond à ça. La personne va pouvoir vivre vraiment un processus de mort, mais accompagné, elle ne va pas mourir finalement. Mais quand on vit, c'est vraiment... il n'y a pas d'artifice, donc on ne peut pas tricher. Pour tous les gens qui ont une difficulté de symbolisation, vous voyez, qui n'arrivent pas à comprendre les images, etc., eh bien, de verbalisation, pardon, ce qui est très difficile, si vous avez des patients qui ne savent pas parler beaucoup, on peut répondre à cette hyposymbolisation dans l'ayahuasca. C'est-à-dire les gens vont voir directement les choses et ils peuvent mettre en acte directement ce qu'ils ont vu. Par exemple, un des patients qui avait ces grandes difficultés de symbolisation et de verbalisation a vu qu'il y avait une roche, un gros rocher à Takiwasi, là très très dur, et qu'il devait faire, il a vu dans ses visions d'ayahuasca, qu'il devait faire un trou là-dedans, qu'il devait mettre une vierge, qu'il devait enlever son anneau, mettre son anneau, l'offrir à la vierge, etc. Toute une histoire. On peut interpréter très facilement, accompagner ça, qu'est-ce que ça veut dire la pierre, la dureté, faire un
un espace sacré dans sa dureté. Ils mettent du féminin qui est protecteur, offrir son anneau, qui était un anneau qu'il avait fait quand il était en prison. Il s'était marié en quelque sorte avec la prison et la mort. Alors voyez, on peut reprendre tout ça. Bon, si c'est une personne qui n'accède pas, comme c'était le cas dans ce sujet, à toutes ces explications-là, il va le faire. Il fait son trou dans le rocher pendant 3 mois. Il va chercher une vierge, il fait une cérémonie, il va offrir son anneau. On va mettre une mise en forme rituelle. Rituel, ça veut dire que ce n'est pas simplement un geste du moment, ça s'inscrit profondément au niveau psychique, dans les profondeurs psychiques. Et c'est opératoire, ça fonctionne. Donc, tout va être ritualisé, de nombreux actes psychothérapeutiques vont être aussi ritualisés. Bon, le patient sort, vous voyez, les protagonismes, il est actif. Hein, quand on fait un travail avec ces plans, on est obligé d'être présent, d'être participant. On n'est plus simplement un tas de victimes qui doit recevoir. Donc il y a énormément depuis la catharsis, vous voyez, qui est la libération profonde de ces colères, jusqu'à l'accès à cet ordre intérieur qui surgit. Alors les fruits du processus, bon, la désintoxication psychophysique, c'est quand même très intéressant. Le syndrome d'abstinence est évacué très très rapidement, donc ça nous pose très peu de problèmes. Ça c'est déjà ne serait-ce que ça très important. Hein. Puis aller voir pour le patient qu'est-ce qui s'est joué avant l'addiction, avant la dépendance, puisque la dépendance c'est simplement un symptôme d'un malaise antérieur, psychologique, émotionnel, de sens, parfois transgénérationnel, transpersonnel donc spirituel. Et alors, vous voyez, accès au pardon, alors pour ça j'étais content de voir ça tout à l'heure, parce que ça c'est une chose que je peux dire universelle, quelles que soient les personnes qui viennent, leur niveau culturel, des occidentaux, des indigènes locaux, etc. À un moment donné, quand les personnes accèdent à des moments de guérison très profonds, très intenses, immédiatement les gens vont demander pardon. Ils ne savent même pas pourquoi au départ, ça surgit. Comme la nécessité de pardonner, de demander pardon. Ça m'a touché ce que vous disiez, parce que quand même, ça fait quand même écho. Mais simultanément, surgit aussi la gratitude. Merci. Merci à la vie, merci. Mais pourquoi je dis merci? Je ne sais pas. Il faut que je dise merci. Ça sort comme ça d'abord. Et ça, c'est dans le corps que ça se passe, vous voyez. Donc les médecines traditionnelles, avec les plantes, vont aller chercher dans le corps. C'est d'abord le corps qui est l'instrument du travail. C'est d'abord dans le corps que les mémoires sont enfouies. Mémoire biologique, mémoire biographique, les mémoires transpersonnelles, familiales, etc. La tête comprend en dernier. C'est d'abord le corps qui comprend. Les gens se mettent à pleurer, ils ne savent même pas pourquoi. Et après, dans un deuxième temps, ils pleurent et ils touchent l'émotion. Donc ça passe du corps au cœur. Une émission de tristesse, de joie, de colère, etc. Et puis dans un troisième temps, la tête va comprendre et intégrer. Ah, ok. Ouais, je pleure parce que je suis triste, parce qu'il s'est passé telle chose. Bon. Alors, voilà, je soulignerai ça, c'est-à-dire que l'usage correct, j'insiste encore sur correct, parce qu'il y a des dangers quand c'est mal utilisé, c'est qu'il n'y a pas de dépendance. Les gens, quand ils sortent du centre, n'ont pas envie d'en reprendre. Il n'y a pas de substitution, c'est pas changer une substance pour une autre. Il n'y a pas de toxicité, si c'est dans les conditions adéquates. Pas de perte de conscience, ça ne peut pas être utilisé ludiquement, parce que c'est une saveur désagréable, ça donne la diarrhée et le vomissement, donc c'est pas très jouissif. Voilà. Donc c'est une... Les limitations, mais il faut d'avoir des gens qui puissent accompagner, ça c'est le problème, d'avoir des bons thérapeutes, et ça prend beaucoup de temps. Et le patient doit être volontaire, parce qu'il faut qu'il veuille aller explorer ses profondeurs. S'il ne veut pas, ça ne sert à rien. Donc les résultats, très rapidement aussi, Brian va en parler beaucoup plus, simplement pour vous donner une idée, c'est que quand les gens font un traitement incomplet, c'est-à-dire qu'ils partent, dans le courant des 9 mois, ils disent aujourd'hui je m'en vais, ils partent, ils abandonnent. On a quand même 50% des gens, alors vous avez 3, ceux qui sont mieux ou améliorés, ceux qui ne sont pas pareils ou pires, enfin que nous connaissez, et puis ceux dont on a perdu la trace. Vous voyez quand même que même dans un traitement incomplet où les gens ne font pas tout le processus, il y a quand même la moitié qui en tire bénéfice. Quand les gens terminent le processus, on peut dire que 2 tiers des patients en tirent bénéfice. Alors quand on dit bien ou amélioré, il y a ceux qui sont bien, c'est ceux qui ont cessé de consommer des drogues, ont un changement structurel dans leur vie, ils ont repris des études, etc. Enfin, ils se sont mariés, enfin, il y a un projet de vie. Ou amélioré, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un changement structurel, mais que nous on considère qu'il n'est pas complet, il y a encore un peu des dépendances, parfois ça dérape un peu, etc. Donc il y a un bénéfice très important du traitement, mais
n'est pas du 100%. Simplement pour vous illustrer un peu les quelques visions que les patients peuvent avoir quand ils prennent l'ayahuasca et sur lesquelles nous allons nous appuyer. Donc la catharsis, voilà, par exemple, des patients, voilà un patient ici qui est en train de vomir un fantôme, vous voyez, donc c'est des vomissements, ça se passe beaucoup au niveau psychophysique, quand les personnes vont vomir avec ces substances-là, eh bien ils vomissent non seulement quelque chose de matériel, mais ils vomissent leur colère, ils vomissent leur rage, ils vomissent la tristesse, ils vomissent la peur, etc. Et ça, vous voyez, celui-là il est en train de vomir un serpent, là, qui est en train de sortir ici. Alors, les visions sur soi, les gens, ils se voient. Donc, voilà comment un patient, par exemple, se voit avec un cœur, vous voyez, qui est complètement fendu et qu'il faut cicatriser, qui commence à cicatriser. Celui-là est en train de se noyer. Ce sont toutes des visions intérieures. C'est-à-dire, quand les patients vont prendre les plantes, ils se voient là. Non seulement ils le voient, parce que sur un écran, ils le voient et ils le vivent. On dit vision, c'est peut-être assez difficile à exprimer en peu de mots, mais c'est aussi des tactiles, sensitifs, olfactifs, c'est tout l'être. On est dans le film, on n'est pas en train de regarder le film. Bon, celui-ci, il va avec les poumons très, très noirs. Vous voyez, cannabis, alors la tête, ça chauffe beaucoup. Ouais. Celui-ci, il y a les mouches autour parce que ça commence à moisir à l'intérieur. Vision sur la dépendance. Vous voyez, par exemple, ce patient enfermé, vous voyez, recroquevillé sur lui-même. Et puis dans son cœur, on voit peut-être pas très bien de loin, je ne sais pas. C'est une prison avec des barreaux. Donc il est enfermé à l'intérieur de lui-même. Il est emprisonné dans son être profond. Mais il tient quand même avec force le serpent. Le serpent, c'est un symbolisme de l'ayahuasca, une représentation de la médecine, en fait. Le bon serpent. Bon, là, vous voyez, dans une session thérapeutique, les énergies que visualise tout le patient, et puis il voit que le cœur de chaque personne qui est là, donc toujours un recentrage sur ses affects profonds, et puis en dehors du cercle, il y a quand même des choses dangereuses, il y a des fantômes qui se baladent, là, donc l'importance de la protection, tout ça doit être fait dans un contexte protégé, parce qu'on peut toucher des structures psychiques profondes qui sont faibles. Bon, vous voyez aussi... Donc, vous voyez le patient qui a consommé, son cœur qui est en train de... Il écrase son cœur dans sa main, il est en train de... Ce troisième œil, aveuglé, il ne voit plus rien dans son monde intérieur. Donc là, on peut pouvoir réveiller ça. Patient consommant beaucoup de cannabis, vous voyez, il est en haut, là, il est un peu extraterrestre, il n'a pas de forme, un peu androgyne, sur sa petite île, là, sur son petit nuage, avec des formes non définies, une indifférenciation sexuelle, tout ça c'est très froid. Là aussi, cannabis en grande dose, cannabis qui est un grand problème à notre avis, c'est une des substances les plus difficiles dans le fond, quand on va chercher profond. Ouais, il est enfermé sur son île, alors il était isolé, on ne peut pas dire autrement, une plante au milieu qui est complètement stylisée, qui n'est pas vraiment vitale et vivante, des fers barbelés quant à son île, alors isolement, il est pas là la psychose celui-là, et au fond il y a des cristaux là, donc il est voilà, des choses assez épouvantables. Alors on travaille évidemment tous ces dessins après chaque session, et ça peut être travaillé de différentes manières. Alors les forces de guérison, c'est souvent visualisé comme le serpent, ce serpent très coloré, encore des serpents ici, partout, des formes serpentines. On pourrait voir pourquoi, après ça se joue sur le cerveau de la base, le cerveau reptilien. Donc vous voyez tous ces serpents, toutes ces formes serpentiformes, ce sont des forces de guérison. C'est toujours perçu comme des forces de guérison qui vont explorer tout l'organisme et qui vont nettoyer la personne, qui vont la libérer. Et puis la découverte du sens de la vie, d'un sentiment existentiel. Et vous voyez, c'est le mot principal qu'il faudrait retenir, si vous avez à en retenir par rapport à l'utilisation de ces médecines, c'est la réconciliation. La réconciliation avec soi-même, avec son histoire, avec ses parents, avec sa famille, avec ses racines, avec son corps, etc. Accepter la vie, accepter l'incarnation, accepter qui l'on est. Retrouver le sens, alors la roue de, comment on appelle ça, bon, je sais plus le mot. La rose des vents. Bon, voilà, donc des orientations, cette espèce d'édifice là et oui, le personnage qui commence à se percevoir, qui se perçoit d'abord comme duel avec cette moitié-là, c'est le Christ avec sa couronne, et puis de l'autre côté, c'est le diable. Donc il est mi-diable, mi-Christ. Et il y a cette sortie nécessaire de la dualité, de ce partage, de cette division, de cette schise. Et puis ça se manifeste comme ça, par exemple, alors ça c'est vous voyez, le patient il est là, il y a des patients, il est avec leur seau, ils sont en train de vomir, là, ils sont en train de prendre l'ayahuasca, et c'est le bon larron et le mauvais larron.
hein, avec le Père qui est là, enfin c'est la figuration du Père éternel, donc divin, la transcendance, hein, qui a un regard bienveillant, enfin bon, je ne sais pas si vous le voyez très bienveillant, mais pour le patient c'est un regard bienveillant, hein, lumineux, voilà, ça prend sens, vous voyez, hein. Ici aussi, donc la colonne qui s'éclaire avec l'aigle qui est au-dessus, donc toutes des images d'orientation, il y a une orientation, il y a une lumière, il y a un regard, il y a un sens, il y a un pardon, etc. Alors ça peut prendre des figurations très différentes. Comme celle-ci, par exemple, c'est la paix, hein, les colombes de la paix au milieu d'une croix, ou ce patient aussi qui regarde l'orientation, donc les astres qui apparaissent dans la vision, très souvent signifient ça, s'orienter dans le monde spirituel, hein, l'orientation de... Et voilà, ça donne ça, bon, c'est un peu comme les coiffeurs, vous savez, où là, après, les traitements amaigrissants, avant-après, bon, mais voilà, les changements, donc c'est pour montrer le changement des regards, hein. Voilà, c'est ce regard triste, un peu, et voilà comment ça se transforme quand même. Ça se voit dans les yeux. Donc voilà, c'est 23 ans qu'on existe. Bon, on essaye de diffuser cela, et c'est reconnu même au niveau officiel. Et donc, je vous remercie pour votre attention, puis je suis disponible avec Rosa pour les questions, si vous souhaitez. Non, c'est pas systématique, ça peut se faire. Si ça se fait, c'est très bien. C'est très rare qu'au cours d'un processus qui dure, chaque patient, par exemple, va prendre 20 à 25 fois de l'ayahuasca, peut-être plus, ça peut... Si pendant 25 fois, il n'a pas vomi une seule fois, oui, ça pose problème. Là, il y a certainement quelque chose qui est bloqué et des barrières qui ne sont pas dépassées. Mais comme c'est pris par voie orale, il y a un phénomène d'autorégulation. Ça ne va pas aller plus loin que ce que le patient peut lui-même supporter et accepter. Donc, il n'y a pas d'effraction du psychisme. Si une personne porte des choses très très lourdes, et on en a des patients très lourds, qu'il n'est pas prêt à voir ce qui s'est passé dans son histoire, ou il n'est pas capable de le porter, et bien simplement il va vomir. Hein, et donc ça se fait, c'est-à-dire que l'inconscient profond, si vous voulez, c'est le système nerveux autonome, c'est ça l'inconscient profond au niveau somatique, et il va y avoir un rejet de la substance. Donc il y a une purification physique, mais une purification aussi psychique. Donc c'est pas obligatoire, mais sur tout un processus, si ça ne se passe jamais, oui, là on se dit quand même qu'il y a quelque chose ou parce que le patient, par exemple, n'est pas honnête. Si on triche avec l'ayahuasca, ça va mal. Donc il va rien se passer. Il faut une honnêteté, au moins un minimum de sincérité, voilà. Donc si les gens cachent des choses, comme ça arrive souvent, il se passe rien, jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent et qu'ils reconnaissent, ah bah oui, je vous ai pas raconté, mais il y a aussi ça qui s'est passé dans ma vie, etc. Donc il y a des processus d'ouverture qui sont remarquables, parfois vraiment, qui vont dans les profondeurs, vraiment spontanément, quoi. Souvent après les sessions d'ayahuasca, les patients viennent se confesser, si je veux dire spontanément, parce qu'ils voient eux-mêmes, ils voient leur histoire, ils voient le mal qu'ils ont fait, le mal dont ils ont été victimes aussi. Il y a toute une justesse là-dedans, et ils ont besoin d'en parler. Ils ne peuvent plus garder ça. Et ça, c'est très libératoire. C'est-à-dire que même si ce sont des choses très dures, parfois extrêmement douloureuses, difficiles, mais c'est libérateur parce que c'est vrai. Donc dès qu'on va retourner sur le vrai, sur la vérité profonde des choses, c'est libérateur. Tout le reste, c'est la falsification du réel. Donc dans la drogue, vous savez, bon, les patients toxicomanes mentent beaucoup, hein, pour obtenir de leurs substances, etc. Ils sont dans une falsification, ils ont du mal à regarder en face parce qu'il y a des grandes souffrances qui sont derrière tout ça. Et il y a beaucoup de culpabilisation, de culpabilité qui existe, alors que très souvent, ils sont aussi porteurs d'une dynamique familiale, d'un malaise familial, et éventuellement d'histoires transpersonnelles, transgénérationnelles, qui peuvent remonter aux ancêtres, dont ils sont porteurs. Non, l'ayahuasca n'est pas un ingrédient indispensable. Ce qui est indispensable, c'est l'attitude. C'est l'intention de la personne, qu'elle soit sincère, l'attitude du thérapeute ou du guide, dans ce cas-là, et la partie rituelle. Et ça, c'est une chose qui est peut-être difficile à comprendre, il faut l'expérimenter, c'est-à-dire que le rituel, on va ouvrir l'espace-temps euclidien qu'on connaît bien sur d'autres dimensions du temps et d'autres dimensions de l'espace. Et ça, ce sont des technologies très subtiles que connaissent les Indiens, enfin les peuples autochtones. Et donc là, dans la modifier l'inconscience, on accède à des connaissances, on accède à des savoirs qui sont au-delà du transpersonnel. On peut circuler dans le temps et dans l'espace. Alors ça paraît absolument un peu délirant quand je le dis comme ça, mais on peut l'expérimenter. Et
Et donc, ça nous apporte des informations, enfin, ça nous apporte surtout au patient, parce que nous, on peut savoir beaucoup de choses, mais c'est pas... Ce qui est important, c'est que le patient le voit lui-même, le comprenne lui-même, et puisse intégrer son histoire. Hein. Donc, le rituel, si vous voulez, c'est une espèce de sas ou d'interface entre ce monde sensible et le monde non sensible, qu'on peut appeler l'inconscient profond, qu'on peut appeler le monde spirituel, vous mettez le nom que vous voulez là-dessus. À passer dans ce monde non visible, hein, c'est souhaitable et c'est désirable à condition de bien le faire, parce que c'est là qu'on trouve le sens profond des choses. C'est vieux comme le monde, je dirais. Ça, c'est déjà dans les idées de Platon. Bon, c'est vieux comme le monde, mais on ne fait pas ça n'importe comment. Parce qu'il est très facile d'aller de l'autre côté. Il suffit de se shooter avec n'importe quoi. Mais le problème, c'est d'en revenir, de revenir à cette réalité, sain et sauf, et enrichi de l'expérience d'exploration de cet univers autre. Et donc, il faut ce rituel permet d'aller et de revenir. Parce que le toxicomane, je dis toxicomane, c'est de façon un peu abrégée de parler pour simplifier le langage, il sait très bien aller de l'autre côté, il connaît, mais il ne peut plus revenir. Et une partie de lui-même, de son esprit, de son reste de l'autre côté. Donc il est là physiquement, mais et quand plus il va prendre, plus il va être dépendant, moins il est là. On a une espèce de fantôme là qui est là. Il habite plus son corps, il habite plus son psychisme, il est ailleurs. Donc il faut, avec le travail qu'on peut faire avec l'ayahuasca, par exemple, c'est aller de l'autre côté. Et c'est le rituel qui l'apporte. Après, l'ayahuasca est un support très intéressant, c'est une voie royale. Mais on peut utiliser le tambour, on peut utiliser la danse, on peut utiliser toutes les techniques qui vont modifier la conscience, qui vont permettre d'aller de l'autre côté. Et à chaque fois, le rituel devra être adapté à la technique qui est utilisée, à la personne qui fait le rituel, au contexte dans lequel on se trouve. Donc c'est c'est très subtil et très rigoureux. Sous des apparences, et c'est une difficulté comme occidentaux, on va voir un peuple autochtone, bon, le maracas, etc., le tambour, ben, ça fait un peu folklore, exotique, etc., mais on ne voit pas très bien la rigueur scientifique. C'est extrêmement rigoureux. Il faut passer aux apparences, c'est notre problématique à nous, on ne voit pas les mêmes choses, quoi. Mais dans la pratique, c'est une précision qui n'a rien à envier à la science occidentale. D'ailleurs, ça a permis de découvrir l'ayahuasca, hein, donc ça montre que c'est des résultats extrêmement concrets.